Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de posture au niveau du cou et on va répondre à la question, est-ce que le téléphone détruit votre cou, en gros. Juste pour ça, juste avant ça, je vais vous montrer une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps sur les réseaux. Elle est pas très longue. Je sais pas si on va la regarder en entier, mais juste pour comprendre un petit peu pourquoi je fais cette vidéo. Alors, on va se mettre ici, c'est celle-là. Ton téléphone est en train de te tuer et tu sais même pas ce qui t'arrive. En effet, tu vois tout ça, c'est à cause de mon téléphone. Le problème du téléphone, c'est qu'on regarde comme ça en bas et du coup notre cou se courbe dans la mauvaise direction. Pour éviter de détruire sa posture à cause de notre téléphone, on devrait prendre celui-ci comme ça. Alors je sais que tu parais un petit peu débile et que c'est pas super classe. Bon, voilà, on va s'arrêter là. En gros, on a une personne qui... Alors, lui, en fait, il a une vraie pathologie. Il a eu une sténose. Alors, après, je sais pas si elle est que d'un côté, des deux côtés, ou quoi, en tout cas, de la veine jugulaire. Et il explique, en fait, que, avec des mots très virulents quand même, que c'est à cause du téléphone. Alors, à la fin de sa vidéo, il dit qu'il y a le téléphone, mais il n'y a pas que ça. Mais dans sa vidéo, il dit quand même que le téléphone est en train de te tuer et tout ça. Donc, on va regarder un petit peu, à l'aide de la littérature scientifique, qu'est-ce qu'il en est. Ok, alors normalement, je pense que vous avez tous vu cette étude-là passer sur les réseaux ou même des articles sur certains sites internet ou dans certains médias, peu importe, même à la télé. En gros, avec le syndrome du text neck, où en gros, le fait d'avoir la tête penchée en avant quand on est sur son téléphone, ça provoquerait des douleurs de cou, ok. Et là, ça nous dit que la tête, la posture de la tête vers l'avant, ça peut causer bon, bah, des maux de tête, des douleurs de dos, des dommages musculaires, des compressions discales, des hernies et tout un tas de choses comme ça, ok. Alors, je vais descendre un petit peu, on va se mettre là. En fait, en ce qui concerne vraiment les études sur le text neck, donc avec vraiment la tête penchée en avant pour ça, c'est une des seules études à dire ça. Juste avant de commencer, en plus, je voulais dire parce que je connaissais pas le magazine dans lequel elle a été publiée, donc j'ai été regarder sur Simago. Donc en gros, Simago, ça vous donne en fait, vous tapez le magazine, vous avez une étude par exemple, vous voyez le magazine dans lequel c'est publié. Et si vous connaissez pas le magazine, que c'est pas un grand magazine par exemple, comme par exemple vous avez le BMJ, donc lui, il est vraiment très connu. En gros, vous avez donc les différents domaines qu'il aborde, et puis en gros, quand c'est vert, c'est que c'est le premier quartile, donc en gros, c'est les journaux médicaux qui sont de meilleure qualité. Ensuite, on a le deuxième, c'est le jaune, le troisième, c'est l'orange, et après, il y a même les rouges, ok? En fait, ce qu'on voit, c'est que donc déjà la partie sur la partie chirurgie, en fait, elle est relativement récente et c'est pas un journal qui a une qualité exceptionnelle. Ok? Il conclut en fait ce papier en disant que des milliards de personnes utilisent des téléphones portables sur la planète, essentiellement dans de mauvaises postures. Donc il y a une conclusion quand même assez franche et qui dit qu'en fait on utilise le téléphone dans la mauvaise posture. Et donc peut-être il faudrait faire comme la personne nous le dit juste avant sur sa vidéo Instagram, donc en ayant la tête plutôt comme ça. Mais on a d'autres études en fait qui nous parlent de ça. On a celle-là, donc cette étude, elle montre qu'il n'y a pas d'association entre le text neck, donc text neck, hein, c'est vraiment la position du cou quand on est devant le téléphone, et les cervicalgies. Donc ces résultats, ils contredisent l'hypothèse soulevée par l'étude précédente. En plus de ça, en fait, eux, ils ont trouvé que la valeur moyenne trouvée en position debout quand on est devant le téléphone, c'est 34 degrés, alors que l'étude précédente, elle trouve 60 degrés. Ok. Donc en gros, nous, en fait, on serait plus en vrai dans la position orange ici quand on est debout pour regarder son téléphone, plutôt que dans la position en rouge ici, vraiment complètement penché vers l'avant. Ce qui fait qu'en fait, ici vous voyez, alors en fait ça équivaut à 27 kilos sur le cou en fait, et quand on est plutôt vers les 30 degrés, on serait plutôt à 18. Donc c'est, y a moins il y a moins de contraintes que ce qu'on pense si on écoute cette étude-là. Ensuite, on a des données de charge mécanique sur le cou. Alors c'est des cadavres, mais ça a montré, le cou des cadavres, il a montré une résistance allant jusqu'à quasiment 245 kilos. Ok. Donc c'est quasiment 9 fois plus élevé que la charge mentionnée dans l'étude qui dit que c'est dangereux. Donc en fait, on voit que le cou, c'est quand même une structure résistante. De plus, les auteurs affirment que chez les personnes vivantes, toujours pareil, la capacité de résistance et d'adaptation du rachis cervical, elle est encore plus élevée. C'est comme pour tout, c'est comme pour ces histoires de dos rond, dos droit, pour ces histoires de tendre les biceps.
plus on y va de manière, enfin si on y va de manière progressive, les tissus vont se renforcer. Et donc, il conclut aussi en disant que il s'agit là d'aspects de biomécanique structurelle, mais étant donné que la douleur elle est multidimensionnelle, il est possible que les cervicalgies soient influencées par d'autres facteurs psychosociaux. Évidemment, on ne peut pas se contenter de prendre un facteur, de le mettre tout en haut et de dire c'est à cause de ça que vous avez mal. Surtout quand c'est un facteur biomécanique parce qu'on sait que ça a des limites. Et cette étude-là, en fait, elle confirme des résultats préexistants chez les jeunes. Il y a l'étude qui conclut exactement la même chose, mais chez les 18-21 ans. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de cette étude? Alors, la prévalence de la cervicalgie, elle était de 21,4%, et la moyenne de l'angle de flexion cervicale pendant l'utilisation de smartphones en position debout, c'est 34,38 degrés, et en position assise, c'est 36,38 degrés, donc en gros, on est un tout petit peu plus fléchi quand on est en position assise. Le text-neck n'est pas associé à la prévalence, à la fréquence ou à l'intensité maximale de la cervicalgie. Donc si on écoute cette étude, en fait, il n'y a pas de risque à utiliser son téléphone avec la tête penchée en avant. De toute manière, c'est toujours la même chose. Si vous vous rappelez la vidéo que j'avais fait sur, sur le dos rond, mais c'était il y a un moment, sur le soulevé dos rond en force, qu'est-ce que ça signifiait? Je vous disais dedans que la flexion, en fait, c'est le mouvement fonctionnel du rachis lombaire. Mais c'est pareil, la flexion, c'est le mouvement fonctionnel du rachis cervical. Les choses, on les fait devant nous, donc on a forcément la tête vers l'avant. On va rarement travailler la tête en arrière. Donc on est fait pour aller vers l'avant. Et il faut faire attention aux facteurs confondants parce que donc 60% des étudiants en médecine étaient dépendants de leur smartphone et que cette dépendance était corrélée à un dysfonctionnement musculo-squelettique. Donc ça, par contre, la dépendance, ça pouvait augmenter la douleur. Mais pas forcément l'utilisation du portable en lui-même, c'est que plus on passe de temps sur son téléphone aussi, moins on va faire d'activité physique. Et peut-être que c'est plus le fait de ne pas faire d'activité physique qui va augmenter le risque d'avoir des douleurs que l'utilisation du téléphone en soi. Les participants souffrant de cervicalgie étaient 1,9 ans plus âgés que les sujets asymptomatiques. Donc, alors bon, là, c'est pas une grande différence, mais peut-être qu'on peut se dire, plus on avance dans l'âge et peut-être plus on aura des douleurs au niveau du cou, ça on reviendra dessus après. Et la diminution de la qualité de sommeil peut augmenter les risques de cervicalgie d'environ 28%. Donc c'est toujours pareil, si vous utilisez énormément votre téléphone, que vous faites moins d'activité physique à cause de ça, et que vous dormez moins bien à cause de ça, peut-être que vous aurez plus de douleurs au cou. Mais c'est pas l'utilisation du téléphone, c'est pas la biomécanique, ça c'est tous les autres choses qui sont derrière. Donc on revient sur cette histoire de douleur multifactorielle. La question de savoir si les participants ont commencé à adopter une meilleure posture après avoir eu une cervicalgie ne peut pas être résolue qu'au moyen d'études longitudinales. Bon, ça c'était pour reparler sur ça. Donc, le cou il est résistant, on n'explique pas les choses juste avec la biomécanique, et pas de traitements qui ne sont pas basés sur l'épreuve. Et c'est aussi pour ça que quand je vois des traitements qui ne sont pas basés sur l'épreuve sur les réseaux, c'est un peu énervant parce que soit les gens vont écouter ça et donc vont juste faire le conseil qu'on leur donne sur internet, soit ils vont se diriger vers des gens qui appliquent les conseils qu'ils ont vus sur internet, mais si c'est pas prouvé, en fait vous allez juste faire perdre du temps au patient et peut-être même l'envoyer vers de la douleur persistante. Alors, est-ce que le téléphone, c'est un destructeur de coups, comme ça a été annoncé dans la vidéo sur Instagram que je vous ai montré? Eh ben, d'après cette étude-là, non, en fait. Alors que la moitié des jeunes étudiants en médecine ont signalé des douleurs cervicales, l'utilisation des smartphones n'était pas corrélée aux douleurs cervicales et à l'invalidité. Donc, vous pouvez utiliser votre smartphone en toute tranquillité. Attention, je dis pas qu'il n'a pas de problème de cou, hein, la personne d'avant. Hein. Il a eu ses sténoses. Est-ce que son téléphone y a participé? Peut-être. De toute façon, je ferai une vidéo après, plus tard, une deuxième partie justement sur la sténose, parce que j'y connaissais, c'est pas quelque chose que je connaissais, donc du coup je suis en train de me renseigner sur le sujet. Et de toute manière, à la fin de cette vidéo-là, je vous ferai un petit topo sur la posture, parce qu'en fait le but de cette vidéo alors le premier message c'est utilisez votre téléphone, a priori il y a pas de souci, vous faites pas chier avec ça. Et à la fin on va parler aussi de la posture tête en avant, et on va voir que la posture, a priori il n'y a pas de lien avec la douleur, mais dans certains cas, quand vous allez avoir des patients, il faudra quand même travailler sur la posture, et je vous expliquerai ça avec 2 exemples, ok? Alors le rachis cervical il est solide, si on suit cette étude-là, le rachis cervical il peut résister à des forces de 424 kg. En fait ça dépend comment on applique les forces, en fait. Et dans celle que je vous ai présentée tout à l'heure,
Ça, c'est l'étude qui était incluse dans l'étude que je vous ai présentée tout à l'heure. En gros, le cou il peut résister en compression à 245 kg, ce qui est relativement important quand même. Et la résistance était plus importante chez les hommes, et elle dépendait du niveau, voilà, ça dépend de l'étage de la colonne, et plus on vieillit, moins elle est résistante, ok. Mais en partant avec 245 kg de résistance en compression, c'est plutôt pas mal. Et du coup, je voulais dire, juste arrêtons avec ces histoires de posture. On a un article ici où, voilà, où en gros, on nous dit hein, qu'il n'y a pas une seule posture correcte, que, enfin, tout un tas de choses. Voilà, par exemple, la colonne vertébrale, elle est robuste, ok. Être en position, être en position assise, c'est pas forcément dangereux, ok. Et donc, ça nous dit que la colonne vertébrale, c'est une structure robuste et adaptable à laquelle il faut le faire confiance. Et quand on dit que c'est adaptable, du coup, c'est justement la bouger dans tous les sens où elle peut bouger et la renforcer dans tous les sens où elle peut bouger. Et toujours pareil, en fonction de vos activités, ok. Effectivement, si vous êtes sédentaire, bouger un peu la colonne dans tous les sens, c'est bien. Si vous avez un sport qui va chercher fortement de l'extension, ou fortement de la flexion, ou de la rotation, peu importe, il va falloir surtout renforcer la colonne dans ces amplitudes-là, ok. Et du coup, je voulais juste parler un petit peu de posture, de l'histoire un peu de la posture. Alors, c'est pas nouveau, hein, ces histoires de posture, c'était déjà présent il y a, à l'époque de Platon et Aristote, donc c'était il y a à peu près 2500 ans. À l'époque, ça avait plutôt un rapport au divin, ou pour différencier l'homme de la bête. Hein, par exemple, l'homme est le seul animal dressé parce que sa nature et son naissance sont divines. La fonction du plus divin est de penser et d'être intelligent. Donc voilà, on voit que là, ça n'a rien à voir avec la santé. C'est, on va dire, plutôt des choses en rapport avec la philosophie. Donc ça, c'est Platon et Aristote. Bon, là, je vous ai mis deux photos. Qui est Platon, qui est Aristote? On fait un jeu. Voilà, qui est Platon, qui est Aristote? Bon, tous ceux qui peuvent pas, qui écoutent la vidéo ne pourront pas participer. Voilà. On va voir si on fait des jeux, mais on se cultive sur la kiné, mais on se cultive sur d'autres choses aussi. Ensuite, on a... alors du coup, moi je vous conseille d'aller lire cet article-là, qui fait en fait un état des lieux de l'histoire de la posture. Moi là, je vous ai pris vraiment quelques extraits, hein, juste pour vous montrer que la posture, en fait, ça a été étudié dans tous les... Enfin, ça n'a pas été étudié, mais en gros, c'est quelque chose qu'on a mis un peu dans plein de domaines différents, euh, avant d'en parler vraiment dans la santé. Donc la posture statique et mécanique idéalisée du début de l'Occident moderne semble être née à la fin du XVIe siècle avec le développement et la représentation de la formation militaire, ce qui n'a rien à voir avec la santé du coup, hein, c'est un rapport plutôt avec l'armée et tout ça. Ensuite, plus tard, vers 1800, une mauvaise posture n'est pas seulement le signe d'une pathologie physique, mais aussi d'une dégénérescence morale. Ok. Donc là, ça parle aussi des personnes qui sont handicapées, qui ont par exemple des postures qui ne seront pas bonnes, qui ne seront pas droites, parce qu'ils ont une pathologie, je peux imaginer une scoliose ou quoi, et c'est le signe d'une dégénérescence morale. Bon, ça, c'est des choses où quand même, on sait que c'est faux maintenant. Mais voilà, pour vous dire que, en fait, c'est plus un des trucs, ça a été quelque chose de très philosophique, ou qui a été associé aux militaires, ou des choses comme ça, et qu'il n'y a pas forcément quelque chose de santé derrière, ok. Donc là, on a parlé tête penchée en avant quand on est sur le téléphone. Là, on va voir si la posture tête en avant, ça augmente le risque de douleur. Donc vous savez, cette posture-là, ou quand vous tapez sur YouTube tête penchée en avant, vous allez avoir 25 000 vidéos de personnes qui vont vous montrer comment redresser votre tête. Donc est-ce que la tête en avant égale plus de douleur? Bah, selon cette étude, peut-être. Les résultats soutiennent partiellement que les patients atteints de cervicalgie ont une posture de la tête plus en avant en position debout que les participants sans douleur appareillés selon l'âge. Cependant, la signification clinique de ce résultat peut être mise en doute. Les résultats suggèrent que l'âge peut être un facteur critique dans la relation entre la posture de la tête et la cervicalgie. Effectivement, en fait, on va voir que plus on avance en âge, plus on a le risque d'avoir la tête penchée en avant. Donc pour les participants de plus de 50 ans, il n'y avait pas d'association entre la posture de la tête et la cervicalgie. Okay, donc même si les personnes âgées ont plus de risques d'avoir la tête penchée en avant, ils n'ont pas forcément plus de douleur à cause de cette position penchée vers l'avant. Par conséquent, les changements liés à l'âge pourraient bien contribuer à une posture de la tête plus en avant, même en l'absence de douleur. Voilà. Donc
Chez les personnes âgées, en fait, on ne sait pas, a priori, il n'y a pas de lien entre la position de la tête et les douleurs. Cependant, chez les participants plus jeunes, moins de 50 ans dans l'étude, la cervicalgie semble être beaucoup plus clairement associée à la posture de la tête vers l'avant, où la différence moyenne, 5,7 degrés, était presque le double de celle de l'échantillon global. Alors c'est quoi les 5,7 degrés? En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'angle ici, l'angle A, donc là c'est le tragus de l'oreille, là c'est la vertèbre C7, ils tracent l'horizontale, ils mesurent l'angle, plus l'angle il va être fermé, plus la position de la tête elle sera vers l'avant. Et en fait 5,7 c'est la différence entre le groupe qui n'a pas de douleur et le groupe qui a des douleurs, ok? 5,7 degrés. Mais en fait, avec cette étude, on a quand même des questions qui sont sans réponse et on a certaines limites. La cervicalgie conduit-elle au développement d'une posture de la tête plus en avant? On ne sait pas. Une posture de la tête plus en avant prédispose-t-elle des gens à souffrir de cervicalgie? On ne sait pas non plus. Et en fait, peut-être que l'étude, elle manque... elle a oublié d'étudier certains autres facteurs qui peuvent être importants. Par exemple, on sait, si on vient ici, que... alors, la posture peut être en gros le reflet des croyances et de l'humeur. Donc du coup, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, les facteurs psychosociaux toujours. Et c'est une étude rétrospective, donc ça va être compliqué de répondre à tout un tas de questions. Donc, on redresse la tête, et tout va mieux, c'est ce qu'on pourrait se dire, en gros, bah, peut-être pencher en avant, peut-être que ça génère plus de douleur, donc on fait des exercices de correction, la posture s'améliore, les douleurs s'améliorent. C'est ce que a essayé de faire cette étude, c'est ce qu'elle a essayé de vérifier. En gros, il y avait 2 groupes de personnes, un groupe où c'était plutôt des exercices où ils ont fait des flexions crânio-cervicales, et l'autre groupe où c'était de l'endurance et de la force, des fléchisseurs cervicaux du cou. Et en fait, après 6 semaines d'exercice, on a eu une réduction significative de l'intensité moyenne de la douleur et de l'incapacité pour les 2 groupes d'entraînement. Ok? Bien qu'il n'y ait qu'un seul groupe qui se soit amélioré au niveau de la posture, c'est celui qui a fait des flexions crânio-cervicales. Mais en fait, leur posture s'est améliorée, donc ils se tenaient plus droit, mais c'était pas associé à moins de douleur et à moins d'incapacité par rapport au groupe dont la posture n'avait pas changé. Donc on voit qu'en fait, on travaille le cou, ça va mieux, qu'on change ou non la posture. Cependant, on ne sait pas si un changement de posture de la tête plus important que celui rapporté par cette étude est lié à une diminution de l'intensité de la cervicalgie, ou si le groupe qui a montré un changement de posture de la tête aura des bénéfices durables. Par exemple, est-ce qu'il y aura moins ce sera moins fréquent les douleurs au cou ou des choses comme ça. On voit, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas besoin d'améliorer la posture pour améliorer les douleurs et l'incapacité. Et on va voir que c'est plus compliqué que ça. Donc là, on a une étude avec différentes postures. On a 4 postures différentes, 4 sous-groupes. Donc on a la posture qu'ils appellent droite, en fait, vraiment droite. Une posture intermédiaire. Une posture où vraiment le thorax, il est avachi et la tête projetée vers l'avant. Et on a une où on est plutôt rachis thoracique droit avec la tête penchée en avant. Et là, bah, on va jouer à un jeu. Quel est le groupe qui a le moins de douleur? Donc, tout droit, c'est extension du rachis thoracique et tête droite. Intermédiaire, il y a un peu de flexion au niveau du rachis thoracique, un peu de flexion au niveau du rachis cervical. Après, on a la position complètement avachie au niveau du rachis thoracique et la tête en avant. Et après, l'autre, c'est rachis thoracique droit et tête penchée en avant. Mais en fait, il n'y avait pas de différence dans la présence de cervicalgie entre les sous-groupes de posture chez les hommes et chez les femmes. Voilà, ça c'est... Donc en gros, dans cette étude, ils n'ont pas constaté qu'il y avait une mauvaise posture. Ce que je peux juste vous dire, c'est que la prévalence la plus faible de cervicalgie se trouvait dans le sous-groupe thorax affaissé, posture de la tête vers l'avant. Donc ici, c'est eux qui avaient a priori le moins de... qui avaient la prévalence la plus faible en termes de cervicalgie. Est-ce que ça veut dire que c'est ça la bonne posture? Non, ça veut pas dire que c'est ça la bonne posture. Mais ça peut... y a des choses qui peuvent expliquer ça. Peut-être que ça va être des gens qui sont confortables dans cette position. Ça peut être des gens qui vont pas avoir de croyance que la posture c'est mauvais pour eux ou des choses comme ça. Donc ils vont être peut-être plus détendus par rapport à ces choses-là. Ici, ça peut être des gens qui se forcent à se tenir comme ça. Voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent rentrer en compte. Et le sous-groupe qui avait la prévalence la plus élevée de cervicalgie,
c'était celui de la posture droite. En fait, c'était celui-là. Est-ce que ça veut dire que c'est la mauvaise posture? Toujours pas. Ça dépend juste de pourquoi la personne, elle se met comme ça, et de tout un tas d'autres facteurs. Donc, juste cette constatation, ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut croire en général, en tant que professionnel de santé, ou même chez les patients. Les patients, ils viennent, ils disent, il faut que je me tienne droit. Il y en a plein qui vous disent, j'ai mal au cou, oui, je sais, je me tiens mal. Et il y a de la culpabilité, et voilà, il s'explique beaucoup les choses comme ça. Donc la position assise droite, elle n'est pas forcément optimale, tandis que la position tête en avant n'est pas optimale et constitue une cause de cervicalgie. Ça, c'est la pensée commune. C'est pas du tout ce qu'on retrouve, on retrouve exactement l'inverse dans cette étude. Et juste une chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à la fin de l'adolescence, les femmes qui s'asseyaient en position thoracique, affaissée, tête en avant ou en position intermédiaire, plutôt qu'en position assise droite, elles présentaient un risque plus faible de douleur cervicale à l'âge adulte. Ok? Donc en gros, cette position-là, ou cette position-là, moins de douleur par la suite que les femmes qui s'essayaient comme ça, donc chez les adolescentes, en fin d'adolescence, soit c'était vers 17 ans. Donc celles qui s'asseyaient vers 17 ans comme ça avaient plus de risques d'avoir des douleurs cervicales plus tard. Et donc la pratique des messages génériques de santé publique consistant à s'asseoir droit pour prévenir les douleurs cervicales doit être repensée. On ne peut pas dire aux gens « asseyez-vous droit ». Parce que, en fait, ça ne sera pas vrai pour tout le monde. Donc on voit que c'est faux là, et en fait vous allez... Et si la personne vous dit de s'asseoir comme ça, que quand elle s'assoit, ou qu'elle n'y arrive pas, ou que ça va pas mieux, ou des choses comme ça, en fait vous allez juste la renforcer dans un schéma où ça va pas pour elle. Donc on peut se dégager de la posture, et aller chercher d'autres choses. Donc en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est ce que je vous disais. Alors, comment ils expliquent ces résultats? Ils ont deux hypothèses. La première, c'est que la posture thoracique droite par rapport à une posture thoracique affaissée avec la tête en avant, c'est associé à une plus grande activité des muscles érecteurs thoraciques supérieurs, donc qui s'attachent au niveau de la colonne cervicale. Et donc du coup, en fait, ça peut exposer la colonne cervico-thoracique à des plus grandes charges par le biais de leur attache multisegmentaire. Donc en gros, il y aura plus de contraintes sur la zone, parce que en fait, les muscles ils vont être contractés tout le long. Alors c'est pas la contrainte en soi qui pose problème, mais c'est peut-être juste le fait de serrer les muscles ici pendant longtemps. Peut-être que ça peut générer à un moment donné de l'inconfort ou des choses comme ça. Hypothèse numéro 2, c'est que les postures les plus droites sont la conséquence de facteurs psychosociaux tels qu'une anxiété accrue ou une hypervigilance qui peuvent également jouer un rôle de médiateur dans la cervicalgie. En fait, ça va être des gens peut-être qui ont déjà eu mal au cou peut-être, ou qui ont peur d'avoir mal au cou, et qui vont être très vigilants sur cette zone-là, qui vont toujours essayer de maintenir une bonne position ou quelque chose. Et l'hypervigilance, de toute manière, vous le voyez, c'est des patients qui vous parlent énormément de la zone qui pose problème, hein. Il y a un patient qui vient vous voir pour votre cou, vous parlez de la météo, il va vous dire oui, aujourd'hui il fait beau, du coup il va caser son cou dans l'histoire à un moment donné. Peu importe le sujet, il va tout ramener à son cou. Bon, j'exagère un petit peu, mais voilà, si vous faites un mouvement et ah oui, là je fais ça, ah oui, mais là je sens dans mon cou ici, vraiment ici. Donc en rééducation, quand vous avez des personnes comme ça, essayez de tout faire donc pour que la personne ne vous parle pas de son cou, ok? Donc vous lui demandez pas si elle a mal dans son cou, lui demandez pas comment c'est dans son cou, lui demandez pas, et on évite d'aborder la zone. Lui, cette personne-là, elle est déjà focus dessus, donc on va essayer de la défocus, ok? Et on va finir avec cette méta-analyse. Donc en fait, alors c'est pas la méta-analyse de l'année. Les auteurs, ils ont fait en gros ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette étude? L'âge a joué un rôle important en tant que facteur de confusion dans la relation entre la position tête en avant et la cervicalgie. Les résultats ont également montré que les adultes souffrant de douleurs cervicales présentent une augmentation de la posture de la tête en avant par rapport aux adultes asymptomatiques, et que la tête en avant est significativement corrélée avec les mesures de douleur cervicale chez les adultes et les adultes plus âgés. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est toujours pareil, en fait, on ne sait pas si c'est le fait d'avoir mal qui amène la tête penchée en avant, ou est-ce que c'est la tête penchée en avant qui amène le fait d'avoir mal. Ok? Ce qu'on sait, c'est que quand on corrige, quand on fait des exercices pour le cou, ça va mieux sans qu'on corrige la posture. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'assez complexe, ces choses-là. Et ce qu'on retient, c'est que un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui cause quoi. On sait que quand on corrige,
bon bah en fait, quand on fait des exercices pour le coup, ça améliore même sans corriger la posture. Qu'il faut pas donner des conseils de posture génériques à tout le monde, parce qu'en fait, ça conviendra pas à tout le monde de toute manière. Donc ça c'est important. Il y a une chose, donc en fait, en gros, quand on dit que la posture, faut pas donner des conseils génériques, que faut arrêter de dire à tout le monde de s'asseoir de manière complètement droite, ça veut pas dire que il faut pas tomber dans l'extrême inverse où en gros la posture on s'en fout complètement. Je vais vous expliquer moi comment je fais, c'est peut-être pas la meilleure façon, mais c'est des choses qui me paraissent logiques et qui ont du bon sens. Enfin en tout cas pour moi. C'est pareil, c'est comme quand on dit, il y en a qui vont vous interdire en musculation tous les mouvements. Faut pas tendre les biceps, faut pas faire de soulevé de terre, faut pas fléchir le rachis lombaire, faut pas, alors que vous êtes obligé de le faire, faut pas lever les bras, tout un tas de choses comme ça. Et après, t'as ceux qui vous disent, faites ce que vous voulez, le corps il s'adapte. Oui, mais faites ce que vous voulez, le corps il s'adapte. Faut pas comprendre, on s'en fout, on cassera jamais. C'est pas ça non plus. Donc la posture, c'est pas ça. On sait que ça sert à rien de dire qu'il y a une bonne posture, ça c'est bon, on le sait, mais ça veut pas dire qu'on doit jamais donner de conseils sur la posture. Voilà. Donc je vais vous expliquer 2 cas dans lesquels moi je travaille la posture avec mes patients. Premier cas, alors ça fait longtemps que je l'ai pas eu, mais la dernière fois c'était une patiente qui avait des douleurs rachis cervicales qui descendaient un petit peu au niveau du rachis thoracique. Donc, on fait tout le bilan, tout ça, on travaille, on commence à faire des mouvements et tout ça, donc bon, ça se passe très bien, il y a une amélioration, mais il y a des douleurs qui restent. Et à un moment donné, du coup, je lui demande de me montrer comment elle s'assoit à son travail. Et là, en fait, elle me montre, ça se met vraiment hyper droit. Genre vraiment, là, c'est vraiment hyper droit. Elle est vraiment comme ça. Rachis thoracique en extension et tête vraiment ouais, presque on va dire rétraction extension voilà, et vraiment comme ça. Et je lui dis ok d'accord, et là vous êtes comment? Alors du coup je dis vous êtes comment? Alors c'est pareil, là je fais une petite parenthèse. Quand vous demandez à une personne si admettons elle a mal au cou, vous faites peu importe, une manip, un truc, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, et vous voulez savoir comment elle se sent après. Enfin, ça va mieux ou pas. Lui demandez pas directement est-ce que ça va mieux ou c'est mieux maintenant. Parce que là, en fait, vous allez induire la réponse dans la question. Parce que la personne, si vous dites c'est mieux maintenant, elle va vouloir dire oui. Ok? Donc demandez-lui plutôt c'est comment dans votre cou. Ou là, c'est comment. Ok? Donc elle était en position droite comme ça. Je lui demande là, c'est comment? Elle me fait bah là, ça va, mais je sais que si je reste longtemps comme ça va me faire mal. Et du coup, bah, je lui montre position affaissée vraiment comme ça. On se met, je lui demande c'est comment. Et elle me dit, elle me dit ouais, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus confortable, je me sens mieux. Donc du coup, bah, je lui dis, bah, au travail, si c'est possible, mettez-vous dans cette position-là. Et en fait, il y a plein de cas où les gens, juste faire ça, ça va déjà les soulager beaucoup. Déjà, ils vont se dire, ah putain, mais en fait, je suis pas obligé de me tenir comme ça. C'est vrai que ça me soulage, je suis mieux comme ça. C'est juste que cette patiente-là, je vous en parle parce que elle, en fait, elle avait un, elle était, elle avait un, c'était une supérieure en fait dans son travail et elle travaillait à la vue de tous. Donc en fait, elle m'a dit, pour ça que je dis toujours si c'est possible, parce que on force pas les patients non plus. Mais en fait, il y avait une pression sociale, c'est-à-dire que bah, elle me dit non mais moi je peux pas, grosso modo je suis la patronne, il y a tous les gens avec qui je travaille, il faut que j'ai une certaine prestance. Et là, on revient dans ces histoires ici en fait, hein. On voit que c'est pas santé, c'est qu'il y a une histoire de philosophie, une histoire effectivement comme on a vu chez les militaires de bien présenter, d'être bien droit, tout ça, voilà. Et on voit qu'en fait on n'est pas dans la santé, on est dans la transmission d'un message pour les autres. Et donc, elle me disait que c'était pas possible de faire ça. Donc, du coup, bah, à la maison ou tout ailleurs, bah, on faisait d'autres mouvements. J'avais donné des mouvements à faire aussi à son travail quand elle était seule ou s'il y avait des moments où elle était seule et tout ça. Voilà. Et petit à petit, ça s'était réglé, ça s'était bien passé. Mais voilà, en fait, il fallait quand même voir ça parce qu'en fait, ça peut être un facteur de douleur persistante. Son dos, il supportait pas d'être toute la journée droit. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter avec les conseils génériques parce que là, du coup, on retrouve vraiment le truc de faut se tenir droit. Alors elle, pour le coup, là, on pouvait pas dire qu'elle était pas droite. Franchement, c'était abusé comment elle était droite. Voilà. Après, au niveau lombaire, j'ai beaucoup plus de cas comme ça, où les gens essayent de se tenir bien droit, tout ça. C'est vrai qu'au niveau du dos, je l'ai moins, mais j'avais eu donc là, ça fait un petit moment, mais j'avais eu cette personne-là.
Et ensuite, je vais prendre un autre cas pour vous expliquer quand est-ce que je travaille la posture. Donc, il y a aussi les cas, par exemple, où on va voir des gens avec de la mécanosensibilité. Donc, patient avec douleur au cou qui descend dans le bras, mécanosensibilité des nerfs. Donc, ça veut dire que quand on va mettre en tension le système nerveux par des tests de provocation, ça va reproduire la douleur. En plus de ça, on va avoir une différenciation structurelle. Donc, ça, c'est vraiment pour valider la mécanosensibilité. Mais en gros, ça va être des gens tirer sur les nerfs, mettre de la contrainte sur les nerfs, ça va faire mal. Donc en général, c'est la mise en tension et la compression. Mais là, c'est surtout la tension qui va nous intéresser. Et donc en gros, qu'est-ce qui met de la tension dans les nerfs au niveau du cou? Bah, plus on va fléchir la tête en avant, plus on va tirer sur les nerfs. En arrière, ça va relâcher. Si par exemple il a des douleurs à droite, bah, en inclinaison gauche, ça va tirer. Au niveau de l'épaule, bah, bon après ça je pense que vous le savez, mais là on relâche les nerfs, là ça va tirer dessus. Donc en gros, c'est des patients, par exemple devant l'ordinateur où ils vont être plutôt penchés en avant, comme ça, bah en fait ils vont tirer sur leur nerf toute la journée, et au bout d'un moment ça peut reprovoquer des douleurs. Et donc là, peut-être que adopter une position un peu plus vers l'arrière, avec une rétraction au niveau du menton, les coudes appuyés sur les accoudoirs avec les épaules un peu redressées. Là, on va mettre moins de tension sur les nerfs, et ça va peut-être aider à retirer ce facteur de mise en tension des nerfs qui peut maintenir la douleur et qui peut en fait engendrer de la douleur persistante, mais c'est juste de la douleur persistante nociceptive parce qu'en fait on tire sur le nerf tout le temps et les nerfs ils aiment pas trop qu'on tire dessus, ok? Travailler avec de la douleur, c'est pas un problème. On peut travailler avec de la douleur, il n'y a pas de souci. Par contre, quand c'est de la douleur de nerfs, moi là j'essaye de faire attention et de plutôt être dans le wow, on essaye de pas trop tirer dessus, ok, on y va doucement. Mais donc en fait on va avoir là dans ce que je vous ai présenté, on a un cas où la personne elle sera mieux comme ça, et on a un autre cas où la personne elle sera mieux plutôt comme ça. Donc c'est pour ça que donner des conseils de posture de manière générale en disant il y a une bonne posture, bah c'est faux. Par contre ça veut pas dire on travaille pas la posture chez nos patients. On peut leur demander comment ils s'assoient, comment ils sont devant leur poste de travail, et on peut travailler dessus, parce qu'en fonction de leur patho, en fonction de ce que leur dos il tolère en ce moment, de ce que leur cou il tolère en ce moment, et ben on peut avoir des choses différentes. Donc, dire que la posture c'est pas une douleur, ok, mais ça veut pas dire on s'en fout de la posture. Toujours pareil, il faut pas tomber dans un extrême. Après, il y aura des patients, ils vont venir vous voir pour des cervicalgies, la posture, on s'en foutra, parce qu'en fait, il n'y aura même pas de débat dessus, parce qu'en fait, peut-être que ça entretiendra pas la douleur, peut-être qu'il n'y a pas de posture qui soulage, et, il y aura d'autres choses sur lesquelles travailler. Mais des fois, moi je vous invite à demander à vos patients comment ils s'assoient au travail, comment ils sont, et de leur demander comment ils se sentent dans cette position. Ok, bon là j'ai pas mal parlé, je vais arrêter, en plus je suis un peu malade, j'ai pas mal toussé, j'espère que ce sera pas trop difficile à écouter du coup. J'ai un petit peu mal à la gorge et le fait de parler, en fait, ça m'a fait pas mal tousser. Donc voilà, là je ferai l'analyse de la suite de la vidéo Instagram, donc sur la sténose jugulaire. Ça, je sais pas quand est-ce que je le ferai. J'ai quand même pas mal de choses à lire, parce que c'est pas un sujet que je maîtrise à fond. Mais enfin bon, en attendant, on se dit à la prochaine. Salut!